Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo après 2 petites semaines de pause. C'est un peu compliqué en ce moment là d'enregistrer les vidéos vu que je suis sur pas mal de projets. Et puis voilà, il n'y a pas non plus des masses de sorties en ce moment. Mais il y en a quand même une qui a retenu mon attention particulièrement, vous vous en doutez. Et puis une autre dont je devais parler il y a un moment, mais la campagne prenait du temps. Donc voilà. Déjà, je voudrais remercier les contributeurs Patreon. C'est très cool à vous de soutenir la chaîne et il y en a besoin parce que voilà, quand on n'a pas de financier ou tout ça derrière, bah du coup, ça demande quand même pas mal de temps et d'investissement et voilà, et c'est toujours cool d'avoir votre soutien. Abonnez-vous aussi, bien sûr, évidemment. Et sans plus tarder, on va commencer par parler de la grosse sortie dont je parlais, qui est Darwin Journey, qui arrive après un Kickstarter de plus d'1 million, qui arrive 1 an et demi après. Et pourquoi il a autant buzzé? Bah parce que c'est Simone Luciani, le fameux derrière Tolkien, Marco Polo, Lorenzo, Barrage, entre autres. Donc voilà, moi j'ai pas caché, c'est probablement mon designer d'Eurogame préféré, dans le sens où en termes de consistance et en termes même de choix mécaniques et de choix de tension, c'est c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je dirais lui et Fister potentiellement. Je pense que c'est un peu mes deux préférés. Et du coup, voilà, je trouve que autant il y a eu l'école allemande qui a explosé, autant il y a eu une période de l'école allemande et autant l'école italienne, moi je trouve a vraiment ramené quelque chose très inspiré de l'allemand, mais tout en amenant un côté moins austère et avec un côté plus récompensant pour le joueur et avec des tensions assez intéressantes. Et Darwin, bah, c'est un peu la quintessence de ça. Ça se présente de manière assez classique. C'est de la pose d'ouvrier, voilà. Avec thématiquement, on explore un peu, on fait de l'exploration sur des îles et on va récolter des spécimens qu'on va pouvoir aller amener au musée. Et voilà, ça c'est une des principales, ça c'est une des sources de points et l'exploration en est une autre. Il y a aussi une source de points sur des objectifs à la barrage, très classique. Voilà. Donc on a utilisé le mot classique assez souvent là déjà, et effectivement c'est un reproche qui est pas mal, qui lui est pas mal attribué. Moi je trouve personnellement que le classicisme n'est pas un problème quand c'est bien fait, et pour le coup il amène quand même des choses assez originales entre guillemets. En tout cas il y a des twists qui sont peu communs. Déjà sur le placement d'ouvriers, c'est pas du placement d'ouvriers restrictif. C'est du placement d'ouvriers, vous voyez sur ces grosses loupes là, on peut être à plusieurs. Et si un deuxième ouvrier arrive, on doit payer une taxe à la banque de 2 sous. Alors, ça compte pour tout le livre. Donc tout ça c'est un livre, tout ça c'est un livre, tout ça c'est un livre. Selon qu'on soit 3 ou 4 joueurs, voilà. Quand on est 3, tout ça, l'ensemble est un livre, et quand on est 4, c'est divisé par 2. J'espère que vous voyez avec ma petite flèche. Et donc déjà, bah, ça crée une tension assez fondamentale sur le jeu, qui n'est pas du coup basée sur la restriction de placement, mais qui est basée sur les taxes que tu vas payer en te plaçant, et donc sur le timing de placement aussi. Il y a quand même des restrictions de placement d'ouvriers qui sont ces loops là, que vous voyez. Et en fait, au début, ces loops ne sont pas débloqués. Il va falloir faire une action et payer l'argent pour débloquer des emplacements d'ouvriers pour tout le monde. Mais si quelqu'un va chez toi, tu vas quand même gagner un sou de la banque. C'est via cette action-là. L'avantage aussi, c'est qu'on paie de l'argent, mais on débloque l'action immédiatement. Donc ça a quand même un avantage. C'est un autre avantage qui est que quand on pose un ouvrier, autre twist sur la pose, c'est qu'on a des sauts. Donc là, on va trouver une petite photo qui va bien. Hop, du plateau, exactement. Donc chaque ouvrier est attribué à des sauts. Et ces sauts vont lui permettre de se poser sur des emplacements d'ouvriers plus ou moins forts, en fait. L'autre twist qui est encore plus intéressant, donc attendez, on va voir. Par exemple, là, il faut 2 sauts bleus, là, 3 sauts bleus pour l'action max. Mais pourquoi en avoir autant? La grosse originalité, c'est que là, on a, à partir du 4e saut, notre ouvrier, il est argenté. Et à partir du 6e saut, il est goldé. Et là, ça va faire qu'on a des actions supplémentaires sur la pose d'ouvrier. Donc là, ça fait un peu penser très rapidement à Tiletum, ce qu'il a fait sur Tiletum après, qui est que quand on débloque une maison, là, on pose une tuile sur un des emplacements d'action qui améliore l'action. Bah là, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est plus développé et plus intéressant. Et par exemple, je donne pour l'action explorateur, normalement, on prend la récompense que quand on s'arrête. Bah là, on se déplace potentiellement d'une case de plus, et on prend 2 récompenses, une en chemin. Donc autant dire que ça peut vite devenir très fort. Voilà, donc on a de l'exploration qui joue là-dessus, sur ce tableau du bas. On a le bateau aussi qui va monter là au fur et à mesure.
Donc il joue sur cette action ici. Et alors le bateau, ce qui est marrant, c'est qu'il est relié à la barrage sur du scoring. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, là on est en fin de manche. Je vais relever parce qu'on voit mal. On est en fin de manche et ça va scorer sur les sauts bleus. Très bien. Sauf que là, je suis au même niveau que le compteur de manche qui est représenté par un bateau neutre. Je vais scorer 4 points par saut bleu. Très bien. Par contre, si on est en dessous, par exemple le vert là, il va avoir moins 5 points. Et si pour chaque étape qu'on a en moins, ben on va perdre des malus. Donc c'est beaucoup moins punitif qu'un barrage, mais voilà, il y a quand même un petit peu ce côté d'avoir le bateau qui doit suivre un peu le rythme au fur et à mesure. On peut complètement choisir de l'ignorer. D'ailleurs, il y a un objectif qui joue un peu là-dessus. Mais voilà, donc en gros, il y a un peu ce truc, et l'autre truc du bateau aussi, c'est qu'au fur et à mesure, il va débloquer, envoyer des explorateurs sur des nouvelles îles. Donc au début, on n'a qu'une seule île de dispo, et après on aura une deuxième et une troisième île. Donc là, pareil, il y a un tempo assez intéressant sur qui arrive en premier sur les îles, pour aller débloquer les bonus en premier et tout ça. Du coup, ça fait un petit peu penser à Maracaibo, ce côté exploration d'île, avec en plus le côté sautage de train de Great Western, qui est que l'ouvrier, quand tu as un explorateur sur une case, il bloque la case, et les autres, ils ont un déplacement, ils sautent par-dessus, comme si la case n'était pas une case en fait. Donc ça permet de se déplacer plus vite, mais en même temps, ça bloque les cases. Donc voilà, le petit côté Fister pour le coup. Et puis après, il y a ce truc où on va aller choper on va observer des espèces de la nature. Donc là, attention, gros côté thématique. Et on a une action pour aller les envoyer au musée. Au début, envoyer au musée, ça va faire de l'argent. Et après, ça va faire monter la piste de livre d'évolution. Donc là, vous voyez une piste complètement remplie. Ce qui a tendance sur une partie A4 à être complètement remplie. Et donc, il y a ce truc un peu collaboratif que ça fait 2 points de base. Mais pour chaque rangée, on a un point de plus, multiplié par là où est son livre, en fait. Donc potentiellement, ça fait pas mal de points, il faut quand même suivre ce truc-là, c'est assez important. Après, bah là, il y a une action pour aller chercher les sceaux. Un autre truc assez rigolo, qui est les enveloppes, là, que je trouve vraiment bien pensé. En fait, t'envoies des enveloppes sur les emplacements, là, donc ces emplacements d'action d'enveloppe, là, ils changent à chaque fois. Et en fin de manche, on va regarder les majorités. Et là, ce que je trouve assez cool, c'est que les majorités sont non restrictives. Par exemple, là, dans ce cas-là, les deux toucheraient la première récompense. Et imaginons, il y a deux enveloppes sur un emplacement, les deux touchent la première récompense. Quelqu'un a une enveloppe, eh bien, il touche quand même la deuxième. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et du coup, tous ceux qui ont touché une récompense enlèvent leur enveloppe arrondie au supérieur. Donc il y a ce côté, ça évite de snowballer sans arrêt là-dessus, mais en même temps, tu capitalises au fur et à mesure. Si t'en as mis beaucoup d'un coup, tu vas quand même capitaliser dessus pour les tours d'après. Donc très malin. Après, tu as des emplacements qui vont changer à chaque partie ici. Vous voyez, hop, on va décaler un peu encore, voilà. Vous voyez qui vont changer à chaque fois et qu'on va pouvoir débloquer. Il y en a 2 de débloquer. Donc ça, c'est complètement aléatoire. Et c'est un peu des actions qui font des références à d'autres actions du jeu. Le truc, c'est que c'est important, il y a quand même des trucs qui jouent dessus, mais souvent les prérequis en saut sont quand même assez élevés. Et souvent, c'est des actions assez circonstancielles qu'on utilise quand même beaucoup moins que celles de base, mais qui peuvent vraiment te mettre des gros coups de boost, bien utilisés au bon moment, peuvent te mettre des très gros coups de boost pendant la partie. Et voilà, en gros, il faut un peu le voir comme ça. Donc c'est moins impactant que ce qu'on imagine quand on lit les règles, malheureusement. Donc ça crée un peu moins de variabilité que ce qu'on pourrait imaginer, mais ça a quand même son importance quand c'est bien utilisé. Voilà, ce que j'ai pas dit sur les enveloppes aussi, et ça c'est assez cool. Donc là c'est l'effet Tiletum un peu, j'ai envie de dire. C'est des déblocages de combos un peu en cascade. Donc là vous voyez quand on débloque une pile d'enveloppes, en fait, on les débloque par pile, et ça va rajouter un autre bonus. Si on a fini cette pile, par exemple, bah voilà, on va avoir une explo de 2. Donc potentiellement, il y a quelques God Turn, donc des tours un peu magiques, où tu vas enchaîner 2, 3, 4 actions, et donc c'est assez jouissif. L'avantage comparé à Tiletum, c'est que déjà, c'est pas en début de game, c'est au fur et à mesure, vraiment, quand ton moteur commence à évoluer, donc t'as une vraie sensation de puissance qui monte, et en plus, c'est des tours exceptionnels, c'est pas tous les tours que tu fais ça. Donc voilà. Autre truc assez original aussi, il y a un moyen de choper des objectifs. En fait, ce qui est marrant, c'est que les objectifs ne font pas gagner de récompense. Voilà, ils sont sur le côté parce que là, c'est une fin de game. Mais par contre, on les met sur des emplacements. En fait, il y a des objectifs argentés, des objectifs goldés. Et quand il y a le prérequis en fait dessus pour les accomplir. Et c'est une action gratuite pendant son tour. On peut les mettre sur un des emplacements, on les retourne. Et on a soit un pouvoir permanent, soit un pouvoir immédiat.
Donc voilà, ça c'est assez original aussi ce truc-là. Des fois des points de victoire aussi évidemment. Le fait que la récompense soit pas sur l'objectif en elle-même. Donc du coup, t'as pas des objectifs plus ou moins durs. T'as les argentés qui sont un peu plus faciles que les goldés, mais ils correspondent à des récompenses qui sont les mêmes en fait, et que toi-même tu vas choisir de débloquer dans le sens que tu veux. Donc ils sont relativement équilibrés en fait. Donc voilà, hein, on a un peu dressé le portrait du jeu. Bon, là, on va pas se le cacher, j'adore le jeu, j'adore Luciani. Pour moi, c'est un très très bon Luciani. Il a une problématique, un peu en cascade, qui est que quand tu commences à bien saisir le jeu, donc moi l'avantage c'est que je joue beaucoup Luciani et celui-là, il a un feeling un peu très Luciani, en plus avec des éléments de Pfister, et j'adore les deux. Donc du coup, c'est un jeu que j'ai vraiment compris très rapidement, et il y a des écarts assez énormes qui se font pendant les parties, même quand tu as joué le même nombre de parties que les adversaires. Et là, voilà, ça c'est un peu ma dernière partie. Donc le scoring est là. On a l'impression qu'on est tous à égalité, que je suis légèrement devant. Bah non, parce que en fait, ils ont le token qui est à 100 points là, et moi je suis à 250, c'est même pas prévu. Normalement, ça s'arrête à 200, 200. Donc voilà, j'ai fait 281. C'est énorme, hein. J'ai l'impression vraiment. C'est un jeu en fait. Quand t'as compris, en fait, il y a un peu des choses à comprendre, et je commence un peu à avoir mes patterns de compréhension du jeu. Malgré le fait qu'il y a une grosse tension sur la pose d'ouvrier, et puis tu dois t'adapter à des choses qui se passent dans le jeu, quand même, il y a notamment des bonus sur les objectifs que moi je débloque systématiquement en premier, par exemple celui-là qui permet de réduire la pénalité quand tu te poses sur une case ouvrier, moi je trouve ça vraiment très fort. Celui-là en argenté qui permet de payer les sauts pour spécialiser tes ouvriers moins chers. En fait, il te permet d'enlever le malus là ici. Donc ça t'enlève une grosse contrainte du jeu. Et en fait, moi vraiment, clairement, j'ai tendance à golder très très vite. Un ouvrier tour 2, je le gold, et je joue l'exploration qui me permet d'aller pick up plein de bonus. Clairement, ça c'est un pattern que j'ai commencé vraiment à développer quasi sur toutes les parties systématiquement, qui marche très bien à chaque fois. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des contraintes pour le faire, mais du coup aussi, les différences de niveau, quand tu ramènes des gens un peu nouveaux qui ne connaissent pas le jeu, qui sont à la deuxième partie, clairement ils vont te laisser des ouvertures, des opportunités dans lesquelles tu vas t'engouffrer très clairement, et qui vont créer vraiment des très gros différentiels de scoring. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, parce que je trouve qu'au moins le skill est récompensé. Et puis du coup, ce différentiel de scoring n'est pas forcément trop frustrant non plus, parce que tu fais quand même des choses dans le jeu. Mais là, ça a un impact que j'ai rarement vu dans un jeu, c'est-à-dire même Projet Gaïa, sur lequel je suis un bon joueur. Imaginons, je fais une bonne partie à 200, et quelqu'un qui connaît moins le jeu, mais qui est un joueur d'Eurogame correct, il va faire, je sais pas, 130, 140. Là, on est sur des écarts de 150 points, où je sais que j'ai gagné à la moitié du jeu. Et non seulement j'ai gagné, mais je sais que je suis largement tranquille. Donc voilà, je suis à combien? 6, 7 parties. Pareil, ce tableau d'évolution là, il est assez évident à exploiter, on va pas se le cacher. Si tu joues sans ça, après on est sur Darwin, hein, c'est relativement logique. Mais si tu joues sans ça, c'est problématique. Le bateau, un peu problématique aussi sur le jeu de base. Il n'y a pas assez de bonus en fait que tu déclenches avec le bateau. Il a quand même quelques emplacements, notamment de tentes, qui sont très forts. Mais en fait, le scoring est vraiment qu'à la toute fin. Et il est beaucoup moins fort que sur les explorateurs. Donc moi, je monte jamais là. Ça sert à rien, clairement. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que justement, le bateau aurait peut-être dû être un peu plus gratifié, parce qu'il manque un peu de récompense, justement. Et donc, bah clairement, comme vous voyez, bon là, c'est une fin de game. Il n'y a pas tous les pions, on a dû en enlever en rangeant, mais en gros, ça c'est j'avais envoyé 4 explorateurs, clairement, tu vois. Donc, clairement, l'exploration a plus de place que la navigation. Ce qui est réglé par l'extension. Donc, l'autre plateau, tu retournes le plateau là, et il y a une extension qui améliore vraiment le bateau. En fait, l'explorateur t'amène de nouveaux chemins de bateau. Le plateau est quasi illisible, malheureusement, j'ai pas une photo là. Malheureusement, c'est au détriment un peu de la lisibilité. Et le problème, c'est qu'il y a une autre mécanique qui a été rajoutée, qui est les cartes aventure. En fait, à chaque fois que tu passes des steps, tu tires une carte aventure qui va te faire gagner des trucs en dépensant du temps, qui est une nouvelle ressource de l'extension. Et en fait, c'est assez malin, parce que le temps, en baissant, il va te faire des malus au fur et à mesure. Des malus globaux, et donc il va falloir remonter le temps pour enlever ces malus.
Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a tellement de bonus, en fait, sur l'extension, entre les cartes aventure, plus ce que tu débloques de manière normale sur le jeu, qu'en fait, bah là, on se retrouve totalement dans l'effet Tiletum que je déteste, qui est des tours à rallonge dont on peut plus, des effets imbriqués dans tous les sens, qui, dans une certaine mesure, sont agréables dans le jeu de base, que je les trouve très agréables dans le jeu de base, parce qu'elles sont pas abusives. Dans l'extension, elles sont abusives, en fait. Et en plus de ça, tu peux même pas les anticiper, parce que comme elles dépendent des cartes explos, et tu sais pas ce qu'il y a dans la carte explo, donc tu sais pas ce que ça va imbriquer comme snowball derrière, bah déjà ça crée un effet de hasard dans la gestion, et en plus de ça, bah, ça crée des tours sans queue ni tête, parce que tu dois réfléchir au fur et à mesure de ça, des bonus que tu vas gagner, et tu peux pas les réfléchir pendant le tour des autres, en fait. Donc malheureusement, je trouve qu'il y a des super mécaniques dans l'extension, notamment le fait de redonner de l'importance au bateau, de donner plus d'importance au bateau et tout, mais malheureusement c'est complètement gâché par ces cartes aventure qui pour moi sont trop problématiques. En fait, ils ont gâché le truc par ces cartes aventure et c'est dommage. C'est vraiment dommage, ils auraient peut-être dû mettre des bonus fixes ou je sais pas. Je sais pas comment ils auraient pu gérer ce truc-là, peut-être mettre moins de nouveautés d'un coup dans l'extension, parce que du coup ça fait beaucoup de mécaniques en plus. Juste peut-être déjà changer la map, déjà ça aurait été intéressant en fait. Mais malheureusement ils ont rajouté plein de trucs d'un coup, et tu sens que c'est des trucs sur lesquels ils ont pas eu le temps de les développer autant que sur le jeu de base, et normal, c'est colossal quand même comme jeu, il y a je sais pas combien de mini-modules et tout dans la version de luxe en plus. Donc voilà, ça c'est un peu décevant, je suis très déçu de l'extension malheureusement. Peut-être que via une extension, ils pourront réajuster des trucs, c'est encore possible. Ça, le problème, dès que tu rajoutes des nouvelles mécaniques, t'as un risque de vachement ouvrir ton jeu, parce que gérer la tension de nouvelles mécaniques, bah, c'est complexe, en fait, et ça demande pas mal de temps, parfois, d'équilibre de développement, de playtest avec les bons joueurs qui connaissent déjà très bien le jeu de base. Moralité, moi, j'adore le jeu. Le procès sur le fait qu'il soit classique, on s'en fout. Un bon jeu classique reste un excellent jeu, on s'en fout. Il y a quand même des twists, moi je trouve hyper intéressants. Et puis même sur des choses classiques, il le fait de manière non classique souvent. Notamment cette histoire d'enveloppe, même la pose d'ouvrier. Je trouve qu'il y a quand même des twists assez intéressants. Les objectifs aussi, que j'avais jamais vu ça. Des objectifs vraiment qui vont avoir des pouvoirs en fonction de là où tu les mets, plutôt que eux-mêmes par rapport à leurs conditions. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper pertinent. Mais voilà. S'il y a des grosses différences de niveau qui se font, j'ai peur, moi, un peu de m'ennuyer sur le jeu, parce que bah, je domine trop sur le jeu, et du coup, il y a un moment où la tension s'enlève un peu, et du coup, les gens qui galèrent un peu plus, peut-être vont un peu plus s'ennuyer aussi. Je sais pas, en fait, cette différence de niveau et de variabilité, parce qu'il y a un petit souci de variabilité aussi, si je domine autant le jeu de manière régulière, c'est parce qu'en fait, il y a des patterns que j'ai dégagés, et qui sont pas assez compensés par des effets de variabilité en fait. Peut-être qu'avec une table très agressive et des joueurs qui connaissent très très bien le jeu, peut-être que ça se rééquilibre un peu et que du coup, il y a quand même cette tension qui s'installe parce que il y a la course aux mêmes endroits sur l'explorateur et tout, et peut-être parce qu'en fait c'est un jeu qui crée beaucoup d'effets de snowball, donc d'enclenchement d'action, et quand tu commences à choper un peu les bonnes actions dans le bon ordre, et qu'on te les laisse en plus, bah du coup ça crée vraiment des gros écarts quoi. Donc est-ce que ça peut être compensé par des joueurs qui connaissent le jeu de la même manière? Je sais pas. Là sur une sixième partie, avoir autant d'écarts, c'est... Et puis surtout que du coup j'ai un peu l'impression d'en faire le tour en fait. Quand tu finis une partie où t'as l'impression d'avoir tout débloqué, tout fait, même on voit mon plateau simple là, j'ai quasi tout débloqué quoi. Il me manque 2 objectifs, j'ai 2 ouvriers goldés comme d'hab, je fais tout le temps ça. Je fais un scoring indécent sur mon plateau perso, je crois que je fais plus de 60-70 points, enfin... Voilà, quoi. C'est qu'à la fois, je suis hyper excité à chaque fois que j'y rejoue, et en même temps, en fin de partie, je suis là en mode... est-ce que j'en aurais pas déjà fait un peu le tour, tu vois. Donc, voilà. C'était un gros avis sur le jeu, parce que j'adore Luciani, et voilà, mais... bon, clairement, pour moi, c'est largement au-dessus de Tiletum. Tu sens qu'ils ont eu beaucoup plus de temps de développement, et que c'est plus un jeu sur lequel il a eu du temps de pouvoir passer vraiment. Mais après, voilà, je sais pas, sur 30-40 parties, je sais pas, en fait. J'ai du mal à voir ce truc-là, en fait. Il n'empêche que là, il sort bientôt dans le commerce, dans 2 mois, je crois qu'il a moins de 50 balles. Il n'empêche que des euros de cette qualité, moi, j'en ai pas vu récemment. On s'est plaint toute la... Enfin,
Je me suis plaint toute l'année dernière qu'ASN, ça manquait de sorties d'euros vraiment satisfaisantes. Bah voilà, en voilà une. On va pas cracher dessus. Moi, je le trouve hyper agréable. Je pense que si en plus c'est un jeu que tu sors genre une fois par mois, c'est parfait. Niveau config, par contre, ouais, à deux, non. Malheureusement, à deux, il y a des ajustements qui sont faits de tension sur la poste d'ouvrier, mais pas du tout sur l'exploration. Donc malheureusement, et assez peu sur le musée, donc malheureusement, l'exploration, ça va être très open bar. À 3, elle est trop aussi. Donc moi, j'y joue déjà qu'à 4, hein, clairement. Sinon, je manque de tension sur le jeu. Même si à 3, il reste agréable. Encore une fois, tout dépend du niveau de tension que vous recherchez. Moi voilà, Luciani, je vais systématiquement chercher la tension max. Et là, la tension max, clairement, elle est à 4, quoi. Donc voilà. C'était gros avis sur le jeu. Je vais passer à un jeu qui n'a rien à voir, qui est Sleeping Gods, qui est un jeu narratif, globalement. En gros, un livre dont vous êtes le héros évolué avec des mécaniques, avec pas mal de mécaniques, notamment de survie et de gestion et de donjons, voilà, de combat. Voilà, Sleeping Gods, j'ai fait une fois la campagne, en fait. J'ai fait une fois la campagne, et en fait, comment ça se passe? Bah, quand t'as fini la campagne, ou quand t'es même à la moitié, ça se présente un peu comme ça. Donc voilà, déjà, vous voyez, ça demande une présence de table colossale. Idéalement, il faut une table qui ne bouge jamais, ou alors il faut prendre un tréteau ou une planche que tu déplaces à chaque fois, parce que t'as pas envie de ranger tout ça entre chaque partie, clairement. Donc on attaque un peu direct le gros souci du jeu, on va dire. Et en fait, comment ça se passe? On a un livre là qui nous donne des lettres, qui nous donne des numéros en fait plutôt, et dans lesquels on a un livre, la livre dont vous êtes le héros, et qui te dit ce que ça va faire dans ces endroits-là, et qui t'envoie potentiellement dans d'autres embranchements si tu vas explorer une île ou tout ça. Ok, ça, relativement classique. Là où c'est cool, c'est que déjà, premièrement, je trouve que l'écriture est vraiment sympa. On est sur un niveau d'écriture qui est de niveau, j'ai envie de dire, livre dont vous êtes le héros, classique, plutôt la bonne gamme. Pas les mauvais, plutôt les bons. Donc on est dans des choses relativement classiques, mais bien écrites et suffisamment immersives pour que ça marche en fait. Donc voilà, je vais pas dire que c'est de la grande littérature, et que en tout cas c'est une expérience incroyable d'écriture, mais ça fait vraiment bien son office. Et sur un jeu de plateau, quand tu vois qu'il y a tout ce qu'il y a autour à créer, tu te dis, putain, ils ont quand même passé du temps et c'est bien, ils ont vraiment bien fait le taf là-dessus. Ensuite, je trouve que la création d'univers, là aussi, pareil, sans être complètement bouleversé, c'est vraiment bien fait aussi. Je trouve que toute la charte graphique du jeu est très bien pensée, et je trouve que le lore et le background du jeu est bien. Voilà, c'est bien. Il y a des vraies recherches, il y a un truc autour d'anciens dieux qui sont sur une île dans lesquels tu te retrouves un peu à la Lost au hasard, tu sais pas trop comment t'en échapper, et en gros t'as une histoire avec ces anciens à régler, et t'as tout un tas d'autochtones que tu vas croiser sur l'île, sur les îles, en tout cas sur l'ensemble d'îles, on va dire, sur la région, et du coup bah c'est vraiment bien foutu. Donc moi j'étais assez étonné, enfin je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais pas joué aux autres jeux de ce créateur, mais voilà, agréablement surpris. Là où je suis agréablement surpris aussi, c'est que je m'attendais pas à autant de richesse sur la partie survie et la partie combat. En fait, on a un bateau là, et en fait, au début de chaque tour, on envoie le meeple, là, le worker, je sais pas, je sais plus qui c'est, le membre de l'équipage. On l'envoie sur une des cases, ça enclenche une action, puis après, on fait une action normale sur la map. En gros, c'est comme ça que le tour de jeu se passe. Selon le nombre de joueurs aussi, on a des membres d'équipement. Nous, on a joué à 2, donc du coup, on avait 4 membres d'équipage chacun, plus le capitaine qui appartient aux 2. Et en fait, tu vas leur glisser des équipements, des armes, ce genre de choses. Et le capitaine, tout le monde y a accès. Il y a aussi des tests de compétences à faire, qui font beaucoup penser à du jeu de rôle. Et en fait, vous voyez, là, il y a des icônes qui font référence à des tests. Et en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir les stuffer avec des nouvelles cartes qui vont permettre de mieux faire les tests et de filer des bonus aussi. Du coup, ce que je disais sur la partie survie, c'est que tu as une gestion de l'alimentation à gérer et de la fatigue, parce qu'à chaque fois que tu vas participer à un test, tu vas leur mettre un token fatigue, et quand ils en ont un deuxième,
ils font moins 1 de dégâts en combat, et ils peuvent pas en avoir plus de 2. Et donc tu as la nourriture à la fois pour gérer les PV et la fatigue, et cette gestion de la fatigue, vraiment en début de partie, elle est super dure. Donc il y a des cartes en fait que tu vas débloquer au fur et à mesure et qui vont rendre ton aventure de plus en plus simple, clairement. Mais au début, waouh, c'est archi hardcore. C'est d'autant plus hardcore, et ça c'est un défaut du jeu, je trouve, pour le coup. C'est le vrai défaut que je ferais au jeu. C'est que t'as des quêtes au fur et à mesure qu'on te donne, on te dit plus ou moins des indications de là où tu devras aller. Mais le truc, c'est que des fois, quand t'explores un peu au hasard, t'as aucune indication visuelle sur qu'est-ce qui pourrait être un piège, qu'est-ce qui pourrait pas l'être. Alors des fois, bah, je peux comprendre, parce que si à chaque fois tu vois que c'est jamais un piège, t'irais jamais, effectivement. Mais des fois, tout est un peu flou, puis tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Des fois, tu vois juste une île, et puis en fait, tu vas te faire attaquer par des monstres marins, tu comprends pas pourquoi. Il y a vraiment rien. Tu vois, à la limite, peut-être avoir une mécanique où tu sens peut-être qu'il y a un danger visuellement, tu le vois sur la map et tout, mais tu sais qu'il y a des meilleures récompenses. Donc du coup, ça te permet de l'anticiper et de pas totalement les esquiver. Mais là, t'as vraiment ce truc, t'as des endroits, tu te fais juste punir et point barre. Et t'as des endroits, c'est open bar, t'as trop plein de trucs. Donc des fois, c'est cool de découvrir des trucs un peu au pif et tout, et pas de soucis. Mais des fois, c'est trop punitif par rapport aux indications qui sont inexistantes que t'as, et t'as l'impression de faire des numéros au pif, en fait, quoi. Donc ça, je trouve ça un peu problématique, surtout que t'as une gestion de la distance qui est pas évidente, parce que t'as le temps, t'as vraiment un timer qui s'écoule, t'as un temps limité pour faire la campagne, et donc du coup, tu peux vraiment pas aller partout. Et donc, t'as l'impression un peu de devoir optimiser par moment tes déplacements et d'aller dans des endroits où tu vas un peu au pif et te faire punir de ça, sachant que le jeu te punit déjà sur la distance, je trouve ça un peu dommage. Encore une fois, une mécanique où pourquoi pas t'es puni, mais les récompenses sont vraiment bien derrière, ok. Et puis, peut-être avoir un peu des moyens de prévenir un peu le joueur de ça, parce qu'il y a des moments, t'as quasi tous tes persos qui sont KO, t'as des jetons de fatigue partout, bah en fait, tu vas plus pouvoir donner grand-chose. Le jeu, du coup, est un peu vu comme du Die and Retry. Moi, du coup, j'ai pas mal regardé sur BGG. Et il y a ce côté un peu chemin idéal. T'as même tout un tas de guides stratégiques sur BGG et tout, où en fait, t'as les joueurs qui recensent un peu bah, tous les meilleurs déplacements de début de partie et tout. Du coup, c'est cool. Mais t'as ce côté Die and Retry. La campagne est faite pour être rejouée dans d'autres trucs, avec des déplacements un peu plus optimaux et tout. Donc voilà, moi je trouve ça un peu bizarre. Moi j'aurais préféré plus le côté prévenir un peu le joueur, ou en tout cas donner des indications visuelles. Peut-être même, des fois sur des îles, tu gagnes des indices pour que ça te donne des indices sur d'autres trucs, que ah là-bas, faites gaffe, c'est dangereux, mais il y a des trucs de ouf. Je sais pas. Du coup, il y a plus cette philosophie de Die and Retry qui, moi, me dérange un peu sur un jeu de plateau, parce que franchement, quand t'es à la moitié de la campagne, la redémarrer de zéro, moi, ça m'ennuie un peu. Je pense qu'il y a des joueurs beaucoup moins, mais voilà. Mais du coup, le jeu est difficile, et ça, c'est bien. Ça, pour ce genre de jeu, moi, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, t'as un vrai système de combat. En fait, quand tu vas en combat, tu tires ces cartes comme ça, et tu rentres dans une espèce de mini-jeu, où en fait, t'as tes membres d'équipage, là, et ils ont une précision, ok? Et cette précision, en fait, tu la regardes par rapport à leur esquive. Donc si tu as 3 de précision et qu'eux, ils ont 6 d'esquive, tu vas tirer une carte au pif de destin qui vont de 1 à 6, et tu rajoutes cette valeur, et donc du coup, tu sais si tu vas pouvoir le toucher. Donc tu as une petite composante un peu aléatoire, mais sachant que tu connais un peu la répartition des cartes, il y a une défausse, et en plus de ça, tu as des moyens de la booster, tu as des cartes aventure au fur et à mesure où tu vas pouvoir mettre des ressources dessus pour débloquer des trucs. Donc en gros, tu as une notion d'aléatoire, mais qui est vraiment mitigeable. En fait, tu sais le risque que tu prends au moment où tu le fais. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, moi, c'est le genre d'aléatoire que j'aime bien. C'est-à-dire, certes, il y a de l'aléatoire, mais c'est de la gestion de risque, en fait. Et derrière, quand tu mets les dégâts, bah, du coup, en fait, tu dois les mettre en ligne ou en colonne. Et en fait, c'est assez marrant parce que t'as une vraie réflexion sur quel endroit tu touches, comment. Parce qu'en fait, par exemple, là, quand tu vas enlever ici, tu vas lui enlever des dégâts. Parce qu'en fait, en plus, à chaque fois que tu les touches, ils vont te mettre des dégâts en riposte. Donc souvent, tu as envie de leur enlever les dégâts. Mais du coup, tu leur enlèves pas forcément les points de vie. Des fois, ils ont des pouvoirs aussi en fin de manche. Quand ils sont pas morts, ils ont des pouvoirs, ils vont te mettre des malus. Donc c'est pas cool. Mais en même temps, quand il y a ce petit... Hop. Mais en même temps, quand il y a ce petit symbole, j'ai pas mis le curseur au bon endroit, j'en suis désolé. Donc les dégâts, c'était ici. Et en même temps, quand il y a ce petit symbole, ça te débloque en jeton synergie. Oups.
Ça te débloque un jeton synergie. Et en fait, ils ont chaque personnage a son petit jeton synergie qui va donner des bonus. Donc en fait, t'as un peu ce truc, ah ok, lui je vais le toucher, je vais te donner un jeton synergie qui va faire, tu vas faire un dégât de plus à ta prochaine attaque parce que j'aurais mis des dégâts ici. En plus, il va me taper moins fort. En plus, les armes, elles ont des capacités de riposte aussi. Par exemple, là, ça fait 3 dégâts, mais ça a 0 de riposte. Donc ça veut dire que si je tape avec elle, bah, j'ai plutôt intérêt à buter l'ennemi, parce que sinon il va mettre des dégâts en riposte. Donc peut-être que je vais le taper moins fort à 2, mais j'aurai 2 de riposte, mais il a moins de précision. Vous voyez un peu toute la réflexion. Et donc voilà, on se retrouve vraiment avec un système de combat qui est hyper riche pour un jeu de ce genre. Et moi j'étais hyper étonné en fait, je m'étais pas du tout renseigné sur le jeu, je connaissais la dimension narrative et tout, mais vraiment c'est hyper riche la mécanique de combat. Évidemment en plus au fur et à mesure tu gagnes des nouvelles cartes et des nouvelles compétences et tout qui vont encore plus enrichir ce système et encore plus mitiger le hasard, mais avec du coup des rencontres parfois plus fortes. C'est quand même vraiment super cool. Et puis du coup il y a ce côté, t'as l'impression de jouer à un open world dans un jeu vidéo. Pourquoi il y a des trajets, comme je disais sur BGG, qui sont un peu optimaux? Parce qu'en fait, tu as envie d'avoir les meilleures récompenses avec le moins de risque au début. Mais des fois, tu peux te retrouver au pif, un peu, dans des rencontres hyper hardcore. Et du coup, tu vas galérer comme un ouf pour t'en sortir, voire même perdre ta campagne et devoir recommencer. Alors, quand je dis devoir recommencer, c'est parce qu'en fait, t'as le mode de jeu brutal qui te dit que tu recommences, et c'est un peu le vrai mode de jeu, entre guillemets, mais t'as un mode de jeu qui te fait un peu soft reset. Donc voilà, si vous avez vraiment pas envie de recommencer, vous pouvez le jouer en mode tranquille, et quasi que pour la narration. Il y a un mode qui est fait pour, mais bon voilà, en mode brutal, c'est quand même plus fun. Et donc t'as ce truc vraiment, beaucoup de richesse. Moi, j'étais assez étonné. Et entre ce côté survie hyper présent, gestion de la nourriture, des personnages et tout, des points de vie entre les combats, t'as pas envie de te retrouver à un autre combat alors que t'as déjà plus de PV, t'as des persos fatigués qui vont mettre un dégât en moins, t'as pas envie de ça du tout en combat. Donc voilà. Au-delà de la dimension narrative, et le jeu est assez long, hein, la campagne on a dû mettre 20 heures, et du coup il y a quand même ce côté assez plaisant aussi, c'est que sur les premières parties, le temps de découvrir le jeu et tout, nous on a fait des sessions, on a joué 4 heures d'affilée sans même s'en rendre compte. C'est vraiment un jeu qui est très porté sur ça, vraiment faire des grosses sessions de jeu. Donc là aussi, en plus de la présence de table, de toute façon les deux sont un peu reliés, hein. Quand t'installes un jeu qui est aussi gros comme ça et tout, t'as envie d'y passer du temps et de faire une grosse session un dimanche après-midi ou quoi, c'est vraiment un jeu idéal pour ça. Donc voilà, nous je crois qu'en week-end on s'était calé 10 heures à un moment, je crois, sur les 2 premières sessions. Donc voilà, le temps, tu le vois pas trop passer quand même, parce qu'il se passe beaucoup de choses entre toute la narration, tu vas dans des ports de commerce, tu gagnes des nouveaux objets, ah trop bien, j'ai ça, sur qui je le mets, mais en même temps il faut trouver des totems pour faire avancer le jeu, c'est un peu des artefacts magiques et tout. Donc voilà, je trouve ça vraiment très cool. Est-ce que j'en ferai d'autres campagnes? Probablement, pas maintenant, je laisserai passer un peu de temps. Mais clairement, c'est un jeu qui a une vraie rejouabilité parce que nous, sur notre première campagne, il y a plein de pans de la map qu'on n'a même pas vu, en fait. Parce qu'on a fait des choix d'aller ailleurs et comme c'est en temps limité, encore une fois, le jeu est vraiment pensé là-dessus. En plus, il y a des extensions. Après, c'est vrai que le défaut qu'il y a un peu, c'est qu'à partir du mid-game, ta montée en puissance est telle que la tension que tu ressentais en début de partie est quand même vachement moins présente et tu commences un peu à avoir l'impression d'être un peu en roue libre et donc de progresser beaucoup plus facilement. Comme il n'y a pas vraiment de difficulté liée aux endroits où tu vas, la difficulté elle est un peu random. Tu peux très bien te retrouver en fin de game avec des rencontres hyper faciles et voilà, le jeu est comme ça, il n'y a pas d'adaptation du niveau en fonction de là où t'en es dans la partie. Alors après, il y a un peu un truc où plus tu vas loin dans la map, plus tu vas en bord de map, plus c'est censé être difficile, mais pas forcément. Donc voilà. À refaire d'autres parties plus tard, mais voilà, moi c'est vraiment, si vous aimez les jeux narratifs, avec un peu à la livre dont vous êtes l'euro, moi ça m'a vraiment rappelé ce genre de sensations, et j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Ça m'a rappelé vraiment des super sensations, dans des mécaniques de design plus complexes, et avec un jeu avec un jeu vraiment très vaste. Voilà, moi je vous conseille vivement Sleeping Gods, si vous aimez le jeu narratif, le livre dont vous êtes le héros, que vous aimez bien avoir des systèmes de jeu un petit peu sophistiqués, avec des vrais choix de tension, et mine de rien, une partie stratégie de combat vraiment très surprenante et que je trouve très cool. Voilà, allez-y, foncez, c'est vraiment très bon,
Et c'est plutôt une grosse surprise parce que je m'attendais vraiment à la partie narrative de qualité, mais je m'attendais pas à ce que les systèmes de jeu soient aussi bien pensés en fait. Ça a été deux énormes morceaux, je crois que je fais encore une vidéo qui dépasse les demi-heures, ah, je sais plus comment faire des vidéos moins longues. Dites-moi si elles sont trop longues, ah, vraiment, je vais essayer, j'essaierai de condenser, mais j'essaie vraiment d'aborder un peu les mécaniques de design de manière un peu plus détaillée parfois, et je pars un peu, je m'emballe un peu, voilà. Mais j'essaie de pas rester superficiel sur tout ça et de vraiment expliquer pourquoi j'aime ces jeux en fait, et ou pourquoi je les aime pas dans ces cas-là. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, venez sur le Patreon, et puis à très bientôt, ciao!